Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Cette fois encore nous allons disséquer, dépecer, charcuter, aimer le manga, enfin pas tous les mangas, surtout les plus oubliés d'entre eux, surtout nos mangas oubliés à nous. Et bonne nouvelle, un manga oublié sorti de l'oubli. Oh. Ça arrive de temps en temps. Je suis assez fier en plus parce que c'est un titre à moi qui vient d'être réédité. C'est même, dites-vous, c'est le manga qui m'avait donné l'idée, l'envie de lancer ce genre d'émission, cette idée des mangas oubliés. Et il était dans la toute première émission. C'était même le tout premier de la toute première émission, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a commencé par lui. Voilà, c'est beau. Et ce manga, c'est Satan 666 qui revient cette année aux éditions Kurokawa. Voilà, ça y est, c'est ressorti là. Hein. Il le réédite avec une offre de lancement et les 3 premiers tomes à 3€. Ah, c'est chouette. Pas cher. Pour la série de Seishi Kishimoto, qui est donc le frère jumeau de Masashi Kishimoto. Qui est donc l'auteur de Jujutsu Kaisen. Pas du tout. De Naruto, oh là là, tout le monde le sait. Mais du coup, il retombera dans l'oubli dans 10 ans, tu crois? Dans 10 ans, bah, peut-être pas. Peut-être qu'il retombera jamais dans l'oubli et que maintenant tout le monde va lire Satan 666. Les mangas oubliés, 6ème édition, c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Nous sommes sur l'intégralité, ou presque, des réseaux sociaux. Non, on n'est pas sur TikTok par exemple, mais on est sur les autres. Oui. Et Johnny par exemple. Snapchat non plus. Non. Oui, bah. Mais vous pouvez trouver Johnny sur Snapchat. Voilà. Salut Johnny, salut Julie. Salut. Vous êtes prêts à sortir des mangas de l'oubli? Oui. Ouais. À nous les rééditions. Je vais faire My Goddess. Nous voici donc enfin prêts à errer cet été dans toutes les brocantes, toutes les braderies, tous les vides-greniers à la recherche de mangas, parce que si vous connaissez pas encore les mangas oubliés, l'idée de cette émission, c'est de faire comme les précédentes. Voilà, on en a fait 5 autres. Hein. Et voilà, vous êtes prévenus. C'est la 6ème édition des mangas oubliés. L'idée, c'est de mettre en lumière des mangas dont plus personne ne parle, ou bien trop peu à notre goût. L'esprit du manga oublié, c'est quand même assez subtil. Ouais, hein. C'est très très subtil. Voilà. Ça se joue sur une ligne. La frontière entre manga oublié et pas oublié est très fine. Évidemment, faut que ça soit un manga terminé. Faut pas qu'il y ait une réédition récente. Et puis après, bah, vous verrez, voilà, on va faire un sommaire des titres. On parlera de Kurokami Black God à la fin de l'émission. On parlera de Jigokudo Girl, de Mushishi, des lamentations de l'agneau. De l'agneau, pas de l'anneau. Ouais. Ça, c'est autre chose. On parlera de Sprite et on commence avec Enigma, Joe. Enigma, un titre de Shueisha, un petit éditeur japonais, qui a été édité en France chez Kazé en 2012 et c'est chez Shueisha c'était entre 2010 et 2011. Donc Kazé ils l'ont édité l'année d'après. C'est en 7 tomes, donc petite série. L'auteur Kenji Sakaki, on en reparlera un peu plus tard. Il est prépublié dans Shonen Jump bien entendu. Et du coup, en termes de ventes, c'était des ventes correctes. En vrai, les 2 premières années, bah, ça s'est écoulé. Mais bon, après, la série, elle se finit. Et voilà, là, ce que j'aimerais dire, c'est surtout que, de base, c'était en 7 tomes. Ça s'est pas forcément été un succès phénoménal au Japon. Mais Kazé a quand même édité ce titre alors que c'était déjà fini au Japon. Donc, ils se sont dit, on va lancer cette petite série et on va voir ce que ça va donner. Tu vois. Surtout qu'on était, à l'époque, rappelez-vous, dans une veine Death Note. Oui. Et que Enigma a été très vite étiqueté sous Death Note. Oui, bah, c'était un peu ça. Ouais. En plus, le dessin ressemblait un peu. Mais moi, en tout cas, moi j'ai bien aimé cette petite série. Donc c'est pour ça que je veux la sortir un petit peu de l'oubli. Alors Enigma, ce simili Death Note de Kenji Sakaki, de quoi ça parle, Joe? Alors rien à voir avec Death Note parce que là on va suivre un lycéen normal. Il a pas de, enfin si, il a un super pouvoir mais il est pas méga intelligent. En gros, il se retrouve enfermé dans un lycée avec 6 élèves pile au moment où sa mère disparaît sans aucune raison évidente. Et donc en gros il y a une entité mystérieuse du nom d'Enigma qui va donner des sortes de petits jeux, des énigmes au groupe là, qui est enfermé dans l'école. Et en gros le défi ça va être de s'échapper de l'école en 72 heures. Et pour ça ils vont devoir résoudre des énigmes en évitant des ombres. Alors au début on ne sait pas trop ce que c'est ces sortes d'ombres.
On va voir, c'est des petits monstres. Des dieux de la mort. Des dieux de la mort. Et en utilisant... c'est pas Death Note. Et en utilisant leur capacité... Et pour ça, ils vont utiliser leur capacité surnaturelle. Par exemple, Sumiyo, il a le pouvoir de lire l'avenir en tombant dans le sommeil. Et puis pendant qu'il dort, il écrit sur son agenda ce qui va se passer plus tard dans l'avenir. Donc ça, c'est une sorte de pouvoir qu'il a. Et on va découvrir rapidement que les autres aussi ont des pouvoirs. Mais ça, au début, il ne le sait pas... comment il s'appelle, Sumiyo, pardon. Mais c'est aussi l'ambiance qui est créée, qui est vraiment particulière, qui fait que ce manga aussi a fait parler de lui, parce que c'est un excellent titre en plus, Enigma. Alors excellent, non, c'est pas forcément, ce serait un hit, et tout le monde s'en souviendrait, mais il y a des vrais... Non, mais il y a vraiment des points forts qui fait que la série est pour moi bonne. C'est vrai que... Et qu'elle peut encore se relire aujourd'hui sans souci. Oui, quoi. largement. Puis en vrai, c'est 7 tomes, c'est un truc très abordable. En plus, on va en parler plus tard, mais on peut trouver les tomes, donc ça va. Quoi. C'est qui l'auteur de cette série? Il a un peu connu, il a fait d'autres choses? Oui, j'ai dit l'auteur, mais en vrai, c'est une femme, donc on va dire autrice, c'est Kenji Sakaki. Donc, elle a fait ses débuts en tant qu'assistante du mangaka Akira Amano, donc elle a fait Reborn chez Glénat. Mais sinon, après, elle a surtout fait des petites nouvelles en 2005-2006 et elle est juste connue pour Enigma. Depuis, elle n'a pas fait autre chose, pas à ma connaissance en tout cas. Peut-être qu'elle refait l'Assistana je sais pas, parce que comme elle a épousé un autre mangaka en 2010, peut-être qu'elle est restée femme au foyer sans oui. C'est qui qu'elle a épousé? Kyosuke Usuta. Il a sorti un manga qui s'appelle Jaguar, c'est un manga sur la musique, mais inconnu en France. Alors, les mangas sur la musique en France, c'est très très difficile à cause des problèmes de droit. Oui. Tu vois, il y a d'autres titres comme ça qui ont pu sortir et d'autres qui ne peuvent pas sortir. Nodame Cantabile, on est sur la musique classique, ça passe. Il y a tout un tas d'autres titres qui sont plus sur le rock ou les musiques actuelles. Et alors là, c'est foutu parce qu'en France, il faudrait que l'éditeur français demande les droits à absolument toutes les maisons de disques. Mais c'est bizarre parce que c'est par écrit. Enfin, t'écoutes pas de la musique. Ouais, mais je pense qu'il y a les paroles. Ils reproduisent les paroles bien souvent. Ouais. Bah oui, ils reproduisent les paroles. Ouais. Je sais pas, dans Your Lie in April, je me rappelle, il y avait des QR codes pour aller voir certaines vidéos et tout, mais... c'était une expérience, ça. Hein. Ouais, mais... oui, c'est une expérience prévue, c'est pas un titre. Tu crois que vous avez eu des problèmes de droit, quoi. Oui, d'accord, ok. C'est faut baliser, la même chose, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça dépend des titres que tu utilises, du coup. Bon, Enigma, pourquoi c'est bien dans l'ensemble? Qu'est-ce qui te touche encore aujourd'hui dans ce titre? C'est très simple, c'est que déjà la série, tu peux la relire en entière, vu qu'elle fait 7 tomes, il n'y a pas de temps mort en fait. Dès le départ, tu lis, t'es direct dans l'action, on te pose à peine le décor et franchement au début tu files sur l'autoroute du mystère, les énigmes et même parfois d'ailleurs un peu malsain. C'est ça, c'est le côté un peu dark qui est assez spécial parce que ça reste un shonen quand même. Ouais, mais du coup toutes les 7 tomes se déroulent dans le même espace. Non, il y a quand même des rebondissements. Je ne vais pas trop spoiler, mais on va dire qu'il y a plus ou moins 3 phases un peu à la Prison Break. Au début, ils sont dans le lycée. Après, ils sont du lycée. Le personnage, il n'est plus avec les gens du lycée. Après, finalement, il les retrouve. Ouais. Et voilà. En gros, c'est ça qui fait un peu l'ambiguïté du titre. C'est que le début est très bien. Le milieu, un peu moins. Et les révélations, c'est un peu facile, mais tu l'acceptes parce que finalement... Oui, tu as envie de savoir la fin et c'est bien bouclé. Ouais, c'est sans prétention, t'es content. Par rapport à un Judge, par exemple, ça se va dans cette veine-là? Non. Judge, c'est plus un slasher. Enigma, c'est pas un slasher. Ouais, mais tu sais, avec des enfants qui sont ou des jeunes qui sont dans une dans un huis clos et qui doivent s'entretuer ou. Ils s'entretuent pas là. Là, ils s'entretuent pas. C'est la différence. Ouais. Non, c'était si tu avais envie de se non, lancer sur ce genre de parallèle. Pas du tout. Game, forcément, tu le rapproches de Judge, mais Enigma, non, je pense pas. Pourquoi, à ton avis, c'est oublié Enigma? C'est passé slasher peut-être? Non, peut-être. Non, mais je pense que c'est ce que je disais. La série, elle a eu un succès mitigé au Japon. Et c'est vrai que Kazé, c'est cool qu'il ait édité malgré ça. Et non, je pense que ça n'a pas été un succès de ouf parce que c'est vrai qu'il y a plein de points forts, mais ça reste une petite série. Et tu disais avec Death Note, c'était un peu un sous-Death Note. Et après, est-ce que ça a été bien vendu marketingment parlant? Je sais pas. Mais moi, je sais pas, j'avais accueilli en tout cas la série à bras ouverts et c'était cool. Mais et après, elle t'a marqué pour que tu t'en souviennes, voilà, des années plus tard. Oui. Après, chacun ses goûts aussi, donc bien toujours évidemment. Cette histoire de. Ouais. Et puis de toute façon, à partir du moment où l'éditeur, le rédac chef commence à sortir une série, c'est qu'il y a quand même une ou deux qualités cachées dedans. Tu vois, même si elle plaît pas au plus grand nombre, c'est qu'à la base il y a une ou deux qualités quand même. Pourquoi on va la sortir de l'oubli maintenant?
Fallait une idée Parce que, non, je pense à tous ces gens-là qui veulent pas se lancer dans une longue série et qui veulent passer un bon moment rapidement. Et ben, Enigma, 7 tomes, ça le lit très facilement. J'ai déjà dit, il n'y a pas de temps mort, on est direct dans l'action. Il y a certains passages du manga qui sont en dessous des premiers tomes, mais même les révélations sont peut-être un tantinet faciles. Mais moi, je suis ressorti de ma lecture assez content. Voilà. Un petit truc en plus avant de terminer ? C'est un très beau dessin, assez moderne, je dirais. On n'est pas dans un shonen de combat, mais on a un peu l'impression avec le chara-design que c'est un peu le cas. Et effectivement, ça m'a rappelé pas mal de Death Note par moment. Ouais. Dans la famille d'Obata. Ouais, quoi, dans la famille d'Obata. Après, il y a le côté sombre et parfois malsain qu'on oublie, alors qu'on est dans un shonen qui est un peu, voilà, c'est un peu cool. Est-ce qu'on peut trouver cette série ? Elle n'est plus éditée. Elle est non, alors en elle arrêt est de commercialisation. en arrêt de commercialisation, exactement. Si vous voulez, en physique, ça va être compliqué parce qu'il y a toujours des gens qui vendent plus cher que ce que ça coûtait avant. Donc, comptez à environ 90 €, donc ça fait à peu près 13 € le tome. Ça reste 5 € de plus que ce que ça coûtait normalement. Ça fait un peu cher. Mais ça reste que tout est dispo en numérique au prix de 5 €. Donc, 35 € la série, ça va, c'est acceptable. 4,99 si je ne dis pas de bêtises. Oui, pas 35. Oui, on enlève 7 centimes. Voilà, donc ça fait 34,93. Voilà. Juste prix. C'est bon, tu auras le droit de faire un second manga pour reparler du prix. Et tu nous diras ce qu'est ce deuxième manga tout à l'heure. Moi, je vais vous parler de Sprite. Sprite. Alors, c'est écrit comme la boisson. D'accord, faut pas se tromper. Hein. Voilà, vous pouvez dire Sprite si vous voulez, Supurito. Mais voilà, Sprite comme la boisson, c'est un manga de Yugo Ishikawa, c'est un auteur dont je vous ai déjà parlé dans différentes émissions, parce que c'est l'auteur de Wonderland, ou plus récemment, enfin c'est sorti plus récemment en France aussi, Zombie from No Own chez Chato Chato. Ça a été édité par Kazé également, tout comme Enigma. Kazé qui donc change de nom. Et oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais, maintenant on va devenir Crunchyroll. On dira Feu Kazé à l'époque, comme on pouvait dire Feu Asuka. Je me demande si Enigma ça n'a pas été. Non, c'était déjà Kazé à l'époque. Asuka qui était le nom avant de s'appeler Kazé, qui donc maintenant s'appelle Crunchyroll. Et c'est sorti donc en 2009 dans le Big Comic Supérieur, un Max Seinen qui s'adresse à un public plutôt adulte que jeune adulte. D'accord. En France, ça a été publié de 2011 à 2015 et les ventes ont toujours été assez confidentielles. Un exemple, le tome 15, il s'est écoulé à 1000 exemplaires, ce qui veut dire que en gros, en France, en physique, il y a 1000 intégrales grand maximum de dispo. Déjà t'annonces c'est rare, rareté. Pas plus. Je pensais pas que c'était si peu, tu vois. Parce que moi, à ce moment-là, je me rappelle parce que j'étais libraire. Et c'est vrai que je conseillais Sprite pas mal. Parce qu'en termes de SF, c'était une très bonne SF, mais c'est vrai que c'était les débuts. Ouais, des tomes 1, il y en a beaucoup plus que des tomes 15. Sprite, c'est un thriller surnaturel qui nous plonge dans une aventure temporelle dans le Japon des années 2010. Les différents héros voient le temps. Ils voient une matière noire qui est le temps, et ce temps s'attaque aux humains avec une sorte de tsunami de flot noir qui va aspirer les humains et qui va aspirer leur durée de vie. Alors comment ça marche ? Ça faut lire, c'est très très complexe. Je vais pas me lancer dans une explication comme ça, mais quoi qu'il en soit, ils essaient tous de fuir ces vagues, ils essaient de fuir le temps, et dans ce contexte on va donc suivre l'aventure grâce à plusieurs personnages. Il y a notamment 3 lycéennes, dont une qui semble être capable de traverser les époques, un ancien yakuza surarmé, un tonton reclus qui passait ses journées à jouer aux jeux vidéo dans des MMORPG, qui vit au sommet d'un gratte-ciel, un couple de cinquantenaires lambda dont la femme semble très malade mais bizarre, des jumeaux qui sont tous sauf sympas et qui passent leur temps à manger, ou encore un groupe de personnes à l'allure d'enfants et qui fuient ce temps depuis 2 siècles pour certains. Ah oui. Des enfants qui ont donc 200-250 ans. Est-ce que tout le monde a encore ses neurones ? Tout le monde a bien suivi ? Parce que ça a l'air très complexe. Et tous ces gens se retrouvent en 2060 dans un monde où il n'y a plus beaucoup d'habitants, et pour cause, l'humanité a été touchée par un syndrome de vieillissement accéléré, si bien que même un enfant qui vient de naître va se retrouver avec une tête d'ado 2 mois plus tard. Ah, quelle horreur. Juste la tête ? Juste la tête. Ça, c'est chelou. Et ici, tout le monde a une tête de vieillard, et ce qui s'est passé dans les années précédentes, du coup, n'a pas l'air vraiment net. Et l'objet du manga, et ce qui fait son attrait, c'est qu'on va découvrir ces mondes, j'ai envie de dire. On va essayer de comprendre le pourquoi du comment, les liens avec cette étrange maladie, que vient faire ce temps, les mystères qui entourent l'héroïne principale qu'on voit sur la couverture du tome 1.
Beaucoup de mystères à éclaircir dans cette histoire de science-fiction qui a donc été écrite par Yugo Ishikawa. Au Japon, c'est une très très grande carrière pour Yugo Ishikawa. Il a 62 ans aujourd'hui, il a pas loin de 16 séries plus ou moins longues. Ouais. Beaucoup de séries 16 déjà. Il a fait de la tranche de vie un peu... comment dire, olé, un olé. peu olé olé. Ouais, c'est ça, c'est le bon mot, un peu olé olé. Parce que en plus avec son trait, c'est pas ça. Oui, c'est bizarre. Tu te dis pas Oui. C'est pas Oh Great, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, c'est un peu olé olé. Et puis pas mal de science-fiction, de fantastique aussi. Il a collaboré avec Naoki Urasawa au début de sa carrière, dans les années 80. Puis plus récemment, il a fait un manga en 10 tomes qui vient de se terminer, qui s'appelle Babel. C'est une libre adaptation d'un roman en plus de 100 tomes au Japon, nommé Nanso Satomi Hakenden. Une histoire de samouraï en pleine période Sengoku avec 8 samouraïs demi-frères à qui il arrive plein de trucs. C'est un peu connu. Ouais, c'est très très connu. C'est le One Piece du 19e siècle. Oui. C'est très connu, 106 tomes, voilà. C'est un peu le comment dire, dans la même lignée que le Suikoden, quoi. Enfin, c'est des grandes sagas avec des histoires, des intrigues à la fois politiques et familiales, et il y a un peu de surnaturel. Enfin, c'est super complet. Du coup, il faisait un tome de manga pour 10 tomes de romans. C'est ça, mais alors ce roman a été récemment réédité au Japon, a été réédité au Japon en 10 tomes. Donc ils ont compilé les 100 tomes en... C'était peut-être des petits tomes à l'époque, tu vois. Des petits tomes de 10 pages. De petits tomes, je sais pas, j'ai pas vécu au 19e siècle, moi, non. Tu me demandes ça. C'est donc aussi l'auteur de Wonderland, dispo chez Panini Manga, excellent manga en 6 tomes, Wonderland. Et donc The Zombie from No On qui vient de sortir aux éditions Chateau, et là c'est une comédie cette fois. C'est magistralement bien écrit, Sprite. C'est bien pour ça, et le suspense est là tout le temps. T'as le danger, t'as l'enjeu qui est là en permanence, et on avance petit à petit sur les révélations. Elles arrivent constamment, si bien que à un moment donné tu as plein d'infos, t'as l'impression de te noyer. Hop, on te donne une info pour sortir la tête de l'eau et continuer à avancer. T'es dans le flou, mais il y a la lumière au bout, quoi. T'as la lumière au bout, tu sais que tu peux avancer, et c'est en ça que je trouve ça magistralement bien écrit. Malheureusement, vous l'avez compris avec ce pitch. C'est complexe. Faut s'accrocher. C'est fouillé, c'est de la SF. Ça s'adresse à une niche. Ça s'adresse pas à du grand public. C'est dommage parce que ça avait l'air quand même super intéressant. Tu présentes pas Angoulême, quoi. Oui, et encore, si, justement, peut-être qu'à l'inverse, effectivement, Angoulême a des lecteurs de BD, peut-être que ça peut plaire un peu plus. En même temps, c'est un auteur qui est vraiment rodé en manga, donc il utilise vraiment tous les codes parfaitement. Oui, et puis il les connaît. Au niveau du style graphique, c'est quelque chose qui est très lisible. C'est très lisible, et en même temps, c'est adulte. C'est vraiment ce qu'on appellerait ces mangas pour du big comic supérieur pour salaryman, tu sais. Oui. Donc avec un trait particulier. C'est le même magazine que Ryochi Kegami. Donc forcément c'est un trait un peu moins joli, un peu moins moderne, un peu moins à la mode, on exactement. Et donc avec un titre aussi adulte, il fallait un lectorat assez adulte pour le lire, et suffisamment nombreux. Tu vois, Joe, toi, t'étais éclairé, t'étais éveillé, t'étais un woke de l'époque, mais de l'époque, plus maintenant. Alors que maintenant, t'es devenu un anti. Et donc, t'avais bien fait, t'avais raison de le conseiller, mais malheureusement, pas assez de libraires l'ont conseillé, ce qui fait que c'est devenu oublié. Pourquoi il faut le sortir de l'oubli maintenant? Parce que il y a une comédie qui vient de sortir. Non, c'est vrai. Si, donc Zombie from No On. Donc là on est sur un récit de zombies en 2 tomes, version humoristique. C'est une fille qui se transforme en zombie globalement, et qui donc est accueillie dans le village des zombies. Ok. Parce qu'il y a un village des zombies, et les zombies vivent un peu cachés à l'abri des autres, et elle pensait qu'elle allait devoir fuir, se faire tuer, mais non, elle a accueilli dans ce village, et c'est plutôt marrant, humour noir bien évidemment. Ne jugez pas la couverture. C'est vrai qu'elle est très sobre et austère, quoi. Elle est rose, la couverture de Zombie from No On. Pardon, moi je parlais encore de Sprite. Non. Du coup, ce bouquin, ce manga aux éditions de Chateau, la couverture est rose, flashy, avec une fille en maillot de bain toute pimpante sur la couverture. Ouais, mais elle est pas toute pimpante derrière, vous inquiétez pas. Les apparences sont trompeuses. Exactement. J'avoue, donc c'est pour ça. Je viens de voir la couve, on dirait un truc érotique. Ouais, alors que pas du tout.
Alors que pas du tout. Alors que le deuxième, on dirait un shoujo. C'est bon. Mais voilà, c'est pour ça que j'avais envie de le sortir de l'oubli maintenant, parce que voilà, un de ses autres titres sort en France, est sorti là il y a un mois et demi. Donc forcément, j'avais envie de reparler de Yugo Ishikawa, au moins pour ça. Et si j'avais un petit truc en plus, c'est que dedans, il y a un tigre, il y a des hippopotames, et surtout, il y a des chats agressifs, et on montre dans ce manga la vérité sur les chats. Non, il y a d'autres mangas où ils m'ont montré la vérité. En même temps, dans Wonderland, il continue, la même chose. tu sais. Il dans a quelque chose Wonderland, contre on nous les montrait chats. également la vérité sur les chats. Et encore une fois, Yugo Ishikawa Il l'avait fait avant. Le remontre ici. Mais on dirait, c'est limite, en gros, toi, tu vas conseiller Lost en disant il y a un ours dans le désert. Il y a un ours polaire. Ouais, c'est un ours polaire. Ok, évidemment. je retiens. Bien évidemment. Mais du coup, est-ce qu'on peut le trouver quand même, ce sprite Je vous déconseille de le chercher en physique, vous aurez vraiment du mal à trouver la fin. Vous allez pouvoir lire le début à la limite. Je pense que des tomes 1 à 2, 3, 4 euros, ça se trouve. Mais malheureusement, avec le tome 1, vous allez un peu rester sur votre faim. Je vous conseille de vous tourner vers les e-librairies, parce que comme Enigma, on trouve les 15 tomes à 4,99€ l'unité. Bien, c'est bien ça. Voilà. Moi je viens de regarder, j'ai le 12 en double, si vous voulez. Ah, voilà. Si quelqu'un Contactez le veut, Johnny. Je le vendrai pas à 50€, donc. Mais donne-le, ça va, fais-le gagner. Fais-le gagner. Ah, mais oui. Je ferai un concours de tomes random, comme ça, de mangas oubliés. C'est ça. Donc Sprite et ses 2 éditions Kazé, c'est disponible chez tous les e-libraires. La suite, c'est avec toi, Julie. Oui. Et un manga qui s'appelle Les Lamentations de l'agneau. Ouais, tout un programme. Moi, j'aime beaucoup Les Lamentations de l'agneau, donc je voulais en parler. Donc, c'est un manga qui a été écrit par Kei Tome, qui est donc une autrice. Et donc c'est un manga qui a un peu eu un parcours un peu accidenté, quoi, puisque il a commencé à être publié chez Gentosha, et après il a été publié dans chez un premier éditeur qui s'appelait Scholar, qui a disparu. Dans un magazine de pré-pub qui a également disparu, qui s'appelait le Burger Comics. Et en fait, il a fait une espèce de petite halte chez Sony avant d'être entièrement réédité chez Gentosha. Et donc, et les derniers tomes de la série ont été donc prépubliés dans le Comic Burst de Gentosha. Donc, oui, ça fait beaucoup d'étapes différentes pour une seule œuvre. Pour une seule œuvre qui compte 7 tomes en plus. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas eu de chance. Et du coup, en France, ça a été prépublié après toute cette histoire ou pendant toute cette histoire? Alors en fait, je pense que ça a été publié à la fin. Donc une fois que c'était le même éditeur qui avait tout récupéré. Donc puisque donc ça a commencé au Japon en 96 et en 1996 et ça s'est terminé en 2003, et Delcourt en France a commencé à l'éditer à partir de 2002 jusqu'en 2005. Oui, donc tout était à peu près voilà, c'est à peu près réglé à ce moment-là. Et on va dire que moi j'avais l'impression que c'était quand même un objet culte, quoi, que c'était quand même un titre qui avait fait date. Et en en parlant avec nous, non, c'est quoi déjà C'est quoi ce truc Mais finalement, les ventes sont plutôt correctes, parce qu'au début, tu avais quand même 3000 exemplaires du tome 1. Enfin, c'était tout à fait honorable, on va dire. Surtout pour cette typologie de titre qui n'est pas forcément une typologie très vendeuse. Non, parce que c'était complètement... c'est ça aussi, c'est qu'il est complètement... presque inclassable, en fait. C'est un peu compliqué. Ça parle d'un ado, donc de Kazuna Takashiro, qui vit chez des amis de son père, donc il appelle mon oncle et ma tante, mais ils n'ont pas de lien de famille. Puisque donc son père a disparu à la mort de sa mère, et il l'a confié à une autre famille, comme ça se fait parfois. Et donc ça se passe très bien avec eux. Ils sont même sur le point de lui proposer de devenir leur vrai fils adoptif officiellement, puisque donc là il vient d'entrer au lycée et qu'il faut envisager son avenir, etc. Il y a toujours en background cette idée de la scolarité très sérieuse et très onéreuse au Japon. Donc il faut mieux avoir quelqu'un pour t'aider dans tes études, etc. Et il se trouve que Kazuna, il se sent bien, mais il vient d'entrer au lycée. Et pendant un cours de peinture avec une de ses amies,
il s'évanouit en voyant la couleur rouge. Et à ce moment-là, il fait une espèce de long rêve qui lui rappelle sa petite enfance. Il se souvient de la maison où il a grandi, de la maison... il croit vaguement reconnaître son père, etc. Et donc, ça le motive à retrouver cette maison, qui est une très belle maison japonaise, très ancienne, etc. Et qui finalement n'est pas très loin de là où il vit actuellement. Et il rencontre une jeune femme qui vit dedans, enfin une jeune fille parce qu'elle a seulement 2 ans de plus que lui. Et donc c'est Chizuna, c'est sa sœur aînée. Et elle vit complètement recluse. Et celle-ci lui apprend que ses malaises sont dus à une maladie du sang. Et que cette maladie pousse les membres de la famille Takashiro à désirer boire du sang humain pour compenser en fait leur manque de nutriments dans leur propre sang, quoi. Donc, mais sans être des vampires. Et c'est quand même, oui, c'est une histoire de vampire, mais avec un petit twist un peu moderne, assez rigolo, qui était vraiment très sympa. L'auteur, quand tu dis Keitume, c'est un nom qui nous dit quelque chose. C'est... oui. Elle s'est fait un nom, forcément. Oui. Et en fait, c'est quand même un auteur qu'on connaît parce qu'elle a également édité Les Mystères de Taisho ou Sing Yesterday for Me. Donc, c'est toujours Delcourt qui l'édite en France. Et donc, c'est quand même des séries qui sont quand même connues d'un certain public. Enfin, je veux dire, c'est peut-être pas non plus une méga star, mais elle a quand même son lectorat. Elle a ses aficionados. Exactement. Et donc, c'est quelqu'un qui est jeune, en fait, parce qu'elle a 52 ans. Là. C'est quand même... elle a commencé sa carrière en 93. Elle a eu un prix au prix d'automne pour le magazine Afternoon. En fait, chez Kodansha, il y a un comment on appelle ça, un concours, merci, où un prix est décerné à chaque saison. Et en plus d'un grand prix. Et elle a eu, on va dire, le second prix, quoi, pour la saison d'automne de 1992. 93, pardon. Oui, donc, elle avait 22-23 ans. Au début de sa carrière. Ouais. Et en plus, c'est quelqu'un qui a fait les Beaux-Arts, qui est donc, à l'université de Beaux-Arts de Tama. Enfin, c'est une carrière, très construite. Et pourtant, elle fait des choses, elle est très cohérente dans sa carrière, dans ses choix d'histoire, etc. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui... se contente souvent de faire des petites histoires, des one-shots, des recueils d'histoires courtes. Et sa série la plus longue, ça doit être Sing Yesterday for Me. Et il y a une douzaine de tomes, quelque chose comme ça. Donc, mais ce qui est pas plus mal. On n'est pas toujours obligé de faire des longues séries, mais effectivement, on entend moins parler de toi quand tu fais... quand tu es dans un espèce de marché où les séries majeures sont toutes majoritairement longues, à plus de 20 tomes minimum, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Pourquoi c'est bien les lamentations de l'agneau? Qu'est-ce qui te donne envie d'y plonger et d'en parler maintenant? Moi, ce que j'avais bien aimé, c'est que elle faisait déjà des couvertures magnifiques. Enfin, les dessins étaient des peintures à l'huile. Il y a un grand souci esthétique qui est apporté à ce qu'elle fait. Et en tout cas, pour cette œuvre-là, pour les lamentations de l'agneau, j'ai fait le même lapsus que toi tout à l'heure. Tu vois, ça vient tout seul. C'est fou. Mais donc, pour les lamentations de l'agneau, donc Hitsuji no Uta en japonais, je trouvais que c'était intéressant parce que finalement, c'est, comme on disait tout à l'heure, c'est le mythe du vampire qui est revisité. Et il y a une espèce de gothique à la sauce japonaise, quoi. Tu vois, c'est entre tranches de vie et les histoires de lycée, les amourettes de lycée, mais il y a ce fond de malédiction, d'avoir un sang maudit, etc. Et ce que j'appelle le gothique japonais, ça se retranscrit chez elle parce qu'elle a une grande attention au décor. Donc les personnages, en tout cas le personnage de Chizuna qui attire tous les regards, est souvent en kimono, dans une maison, comme je disais tout à l'heure, une maison ancienne japonaise avec tout le charme que ça comporte. Tu vois, les maisons délabrées, les cerisiers en fleurs, etc. Et il y a aussi une espèce une certainité de la fatalité, du destin, qui rappelle en fait tu vois, des courants littéraires qui ont existé au Japon à partir du 19e siècle, où tu avais des romances destinées effectivement aux jeunes femmes, aux jeunes filles, où y avait des amours impossibles entre un mec
on va dire lambda, une fille de bonne famille, mais elle a saupoudré ça d'histoire de en plus il y a cette maladie qui rend ces personnes complètement agressives, et je trouvais que c'était intéressant. Et pourquoi ça serait oublié aussi vite malgré l'aura de l'autrice? Moi je pense que c'est parce que à nouveau c'est une personnalité très peu tapageuse, quoi. Enfin, elle est d'une discrétion. Tous ces mangas sont quand même dans une idée d'ambiance. Il y a peu d'action finalement. Moi, j'aime bien tu vois, me dire que c'est un peu un mangaka qui exprime la sobriété, vraiment. Et en fait, cette série-là, Lamentation de l'agneau, sont vraiment collés à un principe esthétique japonais de faire sobre, faire dans la patine du temps. Enfin, c'est tout un concept quand même qu'elle déploie. Kei Itoume qui a vu plusieurs de ses œuvres adaptées en animé en plus, donc ça aurait pu aider à la sortir de l'oubli. C'est peut-être pour ça que tu veux la sortir de l'oubli maintenant. Non, en fait j'ai pensé à elle parce que il y a pas longtemps on a évoqué donc les femmes fatales avec les femmes assassins, etc. Et il y a ce personnage de Chizuna qui est ressorti, tu vois, dans mes souvenirs, puisque elle est une sorte de femme fatale, même si elle dézingue pas les gens. Sa beauté et cette malédiction qui l'entoure font que tous les mecs qui l'approchent meurent, deviennent barges. Enfin bon, c'est sympa comme programme. En même temps, tu rencontres un vampire, une vampire, forcément ça. Et oui, mais c'est vrai que il y a effectivement des séries animées, notamment de Sing Yesterday for Me, qui permettent aussi d'appréhender un peu son œuvre. Enfin, tu vois. Qui a fait pas mal parler de lui, cet animé, les 2 ans, 1 an. Oui, parce qu'en plus, du thème de la musique, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Donc, c'est quand même... comment dire, c'est pas mortifère non plus ce qu'elle fait. Elle est quand même... quelqu'un qui aime des choses plutôt vivantes, quoi. Mais il y a aussi eu une annonce en décembre dernier, dans le Grand Jump, donc chez Shueisha, puisqu'elle a commencé une nouvelle série qui va parler d'étudiantes qui vivent dans le quartier de Jimbocho, qui est le quartier dédié aux livres, aux vieux livres. Et donc, ça a l'air sympa comme tout. Moi, j'ai hâte que ça vienne. Grosse action encore. Ah ouais, là, je prévois un thriller. Oh, elle a tourné une page. Mais bon. Donc, si des éditeurs nous écoutent, vous pouvez sauter sur ce titre. Oui. Dernier truc sur les Lamentations de l'agneau avant de parler du prix. Le truc, c'est que il y a eu quand même des adaptations en OAV qui ont été faites au Japon par Madhouse. Enfin, c'est pas rien non plus. Enfin, c'est quand même. Et je pense qu'il y a quand même un rayonnement de cette œuvre, tu vois. Il y a même eu un film live avec Oguri Shun Oguri, qui était la star de Crow Zero. Donc le truc. Pour moi, je trouve que c'est complètement lunaire, tu vois. Ça, désolé, je pense à Marc Dacascos. Du coup. Oui, ça te fait penser à Marc. Non, c'est pas le même. Non, merci de cette intervention, Johnny. Non, mais c'est qui ce Shunoguri? Moi, je connais pas. Les Lamentations de l'agneau, à combien on peut trouver ça? Alors, écoutez, il n'y a que 7 tomes. Et donc, en tout cas, il faut les trouver d'occasion. Okay. Et on peut trouver les premiers tomes à partir de 2-3 euros, en bon état, etc. Mais après, les derniers, ça monte vite, c'est une vingtaine d'euros, grosso modo. Et par contre, comme c'est 7 tomes, il y a également des propositions pour des intégrales à partir de 35, ou des fois, ça peut monter jusqu'à 50 euros sur certains sites. 50 euros sur Vinted, tu vois, avec les frais de port, ça fait 55, 56 par là. Ouais, ils ont oublié un zéro, mais ça va. C'est vraiment... Non, et pour cette tome, le temps de lecture et tout, ça reste à peu près rentable, même si c'est évidemment cher pour l'occasion, mais ça reste rentable, ça va. Oui. Donc les Lamentations de l'agneau, c'était sorti à l'époque aux éditions Delcourt. Oui. Autre manga qui date du début des années 2000, Mushishi. Mushishi, c'est un manga de Yuki Urushibara, une artiste dans la quarantaine qui s'est fait connaître en France avec ce manga-là, Mushishi, qui est un seinen qui a été publié au Japon donc au début des années 2000. En France, ça a été publié par Kana en 2007. À l'époque, au Japon, on trouvait ce manga dans le magazine Afternoon, célèbre Afternoon, dans lequel on peut lire des titres comme Vinland Saga ou Parasite à l'époque. Forcément, donc très très gros magazine. En termes de vente, c'est propre. L'éditeur en vend dans les 3000 chaque année depuis 10 ans. C'est intemporel en même temps. Ça rend Mushishi intemporel. Alors plus personne n'en parle parce qu'il n'y a aucune actualité vraiment, si ce n'est celle dont je vais parler dans quelques instants.
Mais c'est pas non plus un manga qui fait fureur et que tout le monde ressort en disant si, évidemment, ça me fait penser à Mushishi. Non, c'est vrai qu'on l'oublie un peu malheureusement. Mushishi, ça parle de mushi. Oui. D'insectes. Alors non, le mot mushi veut dire insecte si je ne dis pas bêtise, c'est ça. Ou certains insectes en tout cas. Mais là, les mushis sont des organismes qui vivent parfois dans le corps humain, parfois autour. Ils sont là de temps en temps pour guider des humains, mais bien souvent ils sont là pour les parasiter, un peu comme les yokai finalement. Et seuls quelques humains sont capables de voir les mushis. C'est le cas de Ginko, qui est le héros de cette histoire, un homme calme, un peu taciturne, mais avec un regard bienveillant qui enquête sur tous ces phénomènes qui entourent les mushis. Il les traque pour diverses raisons et bien souvent il soigne ceux qui sont atteints de problèmes à cause des mushis. Et en tant qu'expert, il est nommé Mushishi, à la fois inspecteur, guérisseur, traqueur, chercheur. Et le manga se compose d'histoires qu'on peut picorer un peu comme on veut. Alors certaines durent 2-3 chapitres, mais bien souvent elles se résument de façon assez courte à la taille d'un chapitre. Ça a donc été écrit et dessiné par Yuki Urushibara, une autrice passionnée d'insectes. Forcément. Oui, ça se ressent quand même. Passionnée de sciences naturelles et passionnée de contes qui font peur au coin du feu. Et donc forcément, si on dit contes surnaturels au coin du feu, on parle de contes qui font peur, on pense au phénomène surnaturel. Oui. Je pense à la chair de poule. Si tu veux, tu peux penser à chair de poule aussi. C'est un peu plus poétique la façon dont elle amène les choses. Oui, quand même. C'est pas chair de poule. Elle n'est pas extrêmement prolifique, mais son parcours, comme Keitume, est super intéressant, très cohérent, complète progression. Oui. Progression graphique, progression narrative, c'est très cohérent et j'ai l'impression qu'elle a fait aussi des bons choix de carrière, même sans avoir été une mangaka très 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 prolifique. Oui. Peu importe, en tout cas ça n'enlève rien à Mushishi, qui est bien parce que c'est à la fois un manga calme, apaisant, mais qui va provoquer quelques frissons inattendus. Ouais. Des fois il y a du malaise, tu sais. Du malaise et puis il y a des petites choses qui te mettent... qui te mettent pas bien. Moi j'avais été marqué à l'époque par l'intro d'un des chapitres dans le tome 1. Les soirs où tombe la neige, si les bruits disparaissent, parle avec quelqu'un ou bouge-toi les oreilles, ou alors elles se feront dévorer. C'est quoi ? Ça évoque tout de suite, c'est des petites choses qu'on se dit. J'ai lu ça à 5 ans. Mais c'est comme ne laisse pas dépasser tes pieds de la couette quand t'es dans le lit, sinon ils vont se faire dévorer. Tu sais, quand t'es gamin, tu te dis des choses comme ça. Moi ça m'a évoqué ce genre de petits détails. Là donc ce sont des mushis en l'occurrence qui vont se nourrir de bruit et qui vivent avec des mushis qui eux mangent le silence. Ça n'en finit jamais. Tout est toujours très poétique, en tout cas métaphorique, ou parfois juste de l'ordre du rêve et de l'imagination. Il n'y a pas toujours quelque chose à comprendre derrière ces mushis, même si il y a des choses parfois que l'autrice a envie d'exprimer. Attention tout de même, les mushis ressemblent parfois à des insectes imaginaires. Et donc si vous êtes phobique d'insectes, ah oui, pas pour vous, quoi. Je pense que ce manga n'est pas pour vous. Je vois à qui tu fais allusion. Mais voilà, en tout cas, en dehors de ça, ça reste très beau et la nature est l'élément assez central du récit. L'histoire se déroule dans des lieux assez sublimes à chaque fois, dans un 19e siècle magnifié. Alors ça se voit pas toujours au début, mais parce ça que se voit c'est un peu plus loin. végétal. C'est très végétal. Oui, il y a une dimension très onirique de la forêt d'antan, quoi, on va dire, avec un grand A. Mais bon, ça a été oublié. Ça a été oublié parce que le début est donc vraiment pas toujours très beau, pas toujours très haletant. Ces beaux décors, je les vois venir genre au tome 4-5 sur 10. Puis à l'époque, déjà aujourd'hui, ça fait que ça marche moins. Et à l'époque, ça n'a pas aidé le manga à tenir la route. Mais bon, aujourd'hui, avec les 10 tomes toujours dispo, il peut y avoir un vrai revival. Oui. Ça me paraît intéressant. Après, en tout cas de parler de Mushishi aujourd'hui. Ouais, c'est pas faciliter la tâche, parce qu'elle commence avec une histoire de neige, tout ce blanc à dessiner, je sais pas, je trouve que c'est un choix aussi. En même temps, elle s'appelle Yuki. Oui, c'est vrai. Oui. C'est marrant, c'est toujours dispo aujourd'hui. C'est toujours dispo aujourd'hui, puisque Kana sort en plus son nouveau titre. Ah oui. Qui s'appelle Flow. Donc Kana a toujours maintenu et de toute façon il y a des éditeurs comme ils sont deux principalement, Kana et Glénat, qui font très très peu d'arrêts de communication, de commercialisation pardon. Et donc forcément au moins les mangas restent un minimum disponibles, même si parfois il y a des trous. Kiun aussi ne fait très peu d'arrêts de commercialisation également.
Et donc pour revenir juste sur Yuki Urushibara, il y a son nouveau manga qui est sorti, qui est passé un peu inaperçu. Ça s'appelle Flow, F-L-O-W, et là aussi on est dans une plongée surnaturelle qui met en avant les faiblesses humaines, comme dans Mushishi. On est juste passé dans un monde un peu plus moderne, et voilà, donc même si le début est légèrement plus brouillon, c'est beau, c'est pur, c'est enivrant, moi j'aime beaucoup. Alors, le truc en plus, les fans d'insectes vont adorer. ça fait une chose. Bon, les phobiques d'insectes vont détester. Oui, puis si aussi vous avez parfois envie de croire à des petites légendes simples. Oui, moi j'aime bien ça. Et foncez sur Mushishi, un manga qu'on trouve à 4,99€ le tome dans toutes les librairies. Et lui aussi. Et puis c'est toujours dispo en neuf, c'est fou, ça. Plein pot, et donc toujours aussi trouvable en occasion, en intégrale. Il n'y en a pas énormément en intégrale. Moins de 50€, j'espère. Parce que si les gens les vendent plus cher, c'est n'importe quoi. Des beaux livres. Oui, avec des pages couleurs au milieu. Toutes les pages couleurs qui étaient disponibles sont intégrées dans le manga, ce qui est fort, ce qui n'est pas toujours le cas pour les premières éditions. Et effectivement, c'est du Big Kana, donc un format un petit peu plus grand. Avec un beau papier pour la jaquette, un peu texturé, tout. C'était c'est ça, très sympa. Exactement. Ouais. Et donc voilà, pas d'intégrale en vente. J'en ai pas vu en tout cas là au moment où on enregistre cette émission. J'ai l'impression que les gens gardent ce manga pour eux. Ah bon, mais pourquoi donc? Peut-être parce qu'il est vachement bien. Ouais, je pense. Le manga suivant s'appelle J Gokudo Girl. Je me souviens, Julie, que t'en avais parlé quand il était question de Yakuza. Oui, parce que J Gokudo Girl, ça parle de Gokudo. Et le Gokudo, c'est l'autre nom du monde Yakuza. Donc les auteurs sont au scénario Buronson et au dessin Hidenori Hara. Donc ça a été édité au Japon par Shogakukan à partir de 2003 et donc c'est Pika en France qui a édité les 5 tomes à partir de 2005. Et c'était prépublié dans le Young Sunday, donc c'était quand même une cible plutôt adolescente. Et en fait, ça s'est pas très très bien vendu, c'était très... c'est passé sous le radar, comme on dit, puisque pour 5 tomes, il y a eu environ 5000 exemplaires, tout volume confondu. Donc, sachant que les premiers tomes se vendent beaucoup plus que les derniers. Oui. Donc, les intégrales dispo, il n'y en a pas des tonnes. Exactement, donc on peut dire qu'il est bien oublié celui-là. Mais c'est dommage, parce que donc, ça parle de Mai Hyodo, donc qui termine son collège et qui a passé tout son collège en étant le souffre-douleur de certaines filles, voilà. Mais on ne sait pas qui elle est vraiment, puisqu'elle est toujours mystérieuse, elle est souvent seule, elle parle pas beaucoup, elle vit dans un vieux temple avec ses grands-parents. Et en fait, il s'agit de la fille unique d'un Yakuza qui est mort il y a une dizaine d'années. Et donc, il était le chef du clan Hyodo qui a été disséminé lorsqu'il a disparu. Et Mai quand elle a vu que son père n'était plus là, elle s'était jurée de refonder son clan. Et maintenant qu'elle a l'âge légal pour arrêter d'aller à l'école, elle n'est pas obligée d'aller au lycée, au lieu de continuer ses études, elle décide donc de recréer son clan et de faire appel à tous les cadres qui sont partis, qui sont devenus alcooliques, SDF, il n'y a que des bras cassés, quoi. Et donc, il y a toute une série d'épreuves qui l'attendent, parce que c'est encore une jeune fille innocente, mais qu'elle va... presque tête baissée dans un monde, c'est le business louche, le monde de la nuit, il y a des filles, de la drogue, de la violence, du trafic humain, etc. quoi. Des Yakuza, quoi. Voilà, des Yakuza. Des vrais. Et effectivement. Mais elle gère. Ah bah oui. 5 tomes donc scénarisés par le fameux Buronson, qu'on connaît pour... qu'on connaît pour Ken... le survivant quand même, évidemment. Soten no Ken, effectivement, etc. Toute cette licence. Et il y a également Hana no Keiji, donc Keiji en français. Et parmi un autre titre qui a fait sa renommée, c'est Sanctuary. Donc, Sanctuary qui est réédité à partir de la rentrée prochaine en septembre chez Glénat. Chez Glénat. Et en fait, Sanctuary, ça parle vraiment de Yakuza. Là, pour le coup, il n'y a pas de... c'est pas juste une jeune fille de 18 piges qui veut devenir Yakuza. Là, non, c'est les pas vrais. du tout. Et là, en fait, il s'est... il a travaillé avec Hidenori Hara, qui a également été publié en France, pour Regatta. Donc, c'était un manga sur l'aviron. C'est bien oublié aussi. Bien aimé, c'est bien oublié, effectivement. Mais moi, j'avais bien aimé Regatta. Partie 7.
Et il avait également fait sa version du Garçon du train, donc, qui était également disponible en France. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ça qui fait le charme de cette série. C'est vraiment son dessin à lui, parce qu'il est hyper sympa, hyper fluide. Il y a vraiment des inspirations de Monkey Punch, de Leiji Matsumoto, tu vois, dans la façon dont il dessine des jeunes femmes très longilignes, etc. Mais lui, il a en plus ce petit truc de mettre une touche cartoon, puisqu'il alterne toujours entre le drame de la vie de Yakuza, les chantages, les enlèvements, et de l'autre côté, les gags, le fait de confronter le regard de Mai et celui de ces vieux, des mecs qui l'entourent et qui, en fait, finalement, se font plus de billes pour la protéger, elle, que de voir leur clan redevenir un clan fort, etc. quoi. Donc, ça se tient de A à Z sur la série, les 5 tomes en tout cas, sur les 5 tomes, ça se tient bien. Il y a des hauts et des bas, et puis en fait, c'est sûr que t'as cette tentative, en tout cas, d'essayer de mélanger ce truc de Yakuza pur et dur à l'ancienne, parce qu'ils ont un look très années 90, ça aussi, ça fait partie du charme du truc. Mais c'est à côté de ça, quelque chose de plus pop. Elle est vraiment dans cette arrivée des girls, galu, donc la mode de la mini-jupe avec des tentures, les filles qui se faisaient décorer les cheveux, etc. Et la peau très bronzée. Oui, voilà. Et donc, ils jouent de tous ces codes-là pour montrer, parce qu'à côté de ça, c'est un garçon manqué, la fille, elle est super balèze aux arts martiaux, mais elle a que 15 ans, quoi. Donc, bien sûr qu'elle se fait tataner par des vieux qui ont des guns et tout. Donc, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu ça qui est un peu difficile à tenir sur une distance. Et il n'aurait pas pu aller au-delà de 5 tomes, ça c'est clair. Voilà. Pourquoi, à ton avis, c'est oublié ? Le manga est trop court et donc du coup c'est pas resté dans les mémoires. Buronson n'a jamais trop performé en France. Ça peut être ça aussi, je sais pas. Ouais, non, je pense qu'en fait c'est le mélange uniforme et couette et truc de Yakuza. Finalement ça marche pas si bien que ça. Ça marche pour une petite histoire où quand même elle va rencontrer 2 grands antagonistes, on va dire, et elle peut pas aller au-delà sans devenir vraiment après c'est Black Lagoon, quoi. Tu peux pas tester. Donc il a réussi à boucler son histoire, à en faire quelque chose de sympa, de pétillant, de pop, mais il pouvait pas aller non plus trop dans le côté dark. Voilà, moi je pense que et puis il faut dire quand même que MeToo, tout ça, le changement des mentalités, en tout cas chez nous, fait que je pense qu'il a pris un sacré coup de vieux, ce manga, donc tu peux pas non plus mais en même temps je pense qu'ils ont arrêté de le commercialiser bien avant. Oui, bien avant, non, c'est sûr, mais si tu chausses des lunettes de 2022 pour le lire, forcément tu dis ça, dis donc, ça passerait plus maintenant. Il y a quand même des petites touches comme ça. Mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi de relire des titres de cette époque-là. Bah oui, complètement. Et pas forcément des hits. Oui. Pour essayer de s'imprégner un petit peu plus de ce qui se faisait plus largement. Pourquoi on le sortirait de l'oubli maintenant, en dehors de ces raisons qu'on vient d'évoquer ? Moi je pense que parce que j'ai l'impression que les Yakuza, c'est un peu la hype quand même. On avait fait une émission dessus. C'est bien, comme tu dis, de savoir d'où ça vient. Je veux dire, avant Tokyo Revengers, avant certains, je sais pas, Yakuza Réincarnation, tu vois, Résurrection, il y a ce genre de titre qui était apparu et qui avait essayé de rendre, on va dire, accessible aux jeunes la culture Yakuza, quoi. Et puis il y a Sanctuary qui est réédité en septembre bientôt. Prochain voilà. de Buronson. Un truc en plus avant de parler argent. Moi j'ai envie juste de dire attention, puisque Hidenori Hara, le dessinateur, n'a rien à voir avec Tetsuo Hara, qui est l'autre acolyte de Buronson, puisque c'est lui qui dessine Ken et qui a dessiné Keiji, et ils sont très très potes, quoi. Donc, un Hara peut en cacher un autre. Attention. Diego Kudo Girl, est-ce qu'on peut, malgré ce faible volume de vente, le trouver en occasion ? Alors oui, les premiers tomes à partir de 2-3 euros.
Mais pour les tomes 5, 4, 5, ça monte des fois jusqu'à 30 €. Et j'ai vu quand même que de temps à autre, des coffrets intégrales étaient proposés. Mais ça commence à partir de 65-70 € et ça peut monter jusqu'à 80 Ouais, il faut €, faire attention, quoi. Oui, voilà. Après c'est 5 tomes, donc ça peut pas non plus monter trop. Non, voilà. Ouais. C'est le bon côté des choses. Exactement. Jigoku Do Girl à l'époque, c'était donc sorti aux éditions Pika. Dernier manga de notre sélection de cette 6e émission des mangas oubliés de la 5e de couve. Johnny, parle-nous de Kurokami Black God. En français, Kurokami Dieu noir. Merci. Merci Johnny. D'ailleurs, ça peut une redondance parce que Kurokami en japonais c'est déjà Black God. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu mettre les deux titres. C'est le titre international en général. Et en tout cas, les auteurs, ce sont des Coréens. Donc c'est Park Sung-woo et scénario Lim Dal-young. Mais ça reste un manga parce que c'est Square Enix qui a édité ça au Japon. Donc parce que j'ai vu parfois il y en a qui appellent ça des manhwas, mais en vrai c'est un manga, juste que les auteurs sont coréens. Voilà, si on veut être un peu puriste. Ça a été sorti de 2005 à 2012 au Japon et Kiun l'a édité un peu dans la foulée en faisant 2008-2013 en France. C'est un seinen. Ils ont mis 5 ans 3 ans. Oui, 5 ans à tout publier. Après ils ont quand même pris assez rapidement la licence. C'était dans la prépublication Young Gangan. Donc c'est le magazine connu pour Hubelblatt, Reset, Manhole, d'autres titres de chez Kiun, du seinen. Donc oui, c'est ça, c'est tous les seinen Square Enix. Voilà, du public dans le Young Gangan. Public bien adulte. En termes de vente, c'est pas mauvais. C'est 3000. Le dernier tome était vendu quand même à 3000 exemplaires. Il y a 19 tomes. Donc, honorable. En vrai, c'est très bon, en tout cas pour l'époque. Le résumé officiel, j'ai voulu le regarder un peu parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette série et que j'adore. Et le résumé officiel il est vraiment léger et je pense qu'ils ont voulu rester très soft pour pas dévoiler l'intrigue principale. Mais moi je vais essayer de vous en dévoiler un peu plus parce que sinon ça va pas vous donner envie. En gros on va suivre Keita qui est un jeune étudiant en programmation de jeux vidéo. Il a perdu sa mère qui a été renversée par une voiture car elle a cru voir son sosie et ça l'a perturbé et bim, accident. Aïe. Et ça va être un peu la base du manga justement, toute cette histoire, les sosies. Un soir, Keita va rentrer manger un petit ramen à son stand habituel et il va rencontrer une jeune fille un peu clodo qui s'appelle du nom de Kuro. Et Kuro, elle est assez mystérieuse et en fait, elle affirme que chaque individu possède 2 sosies dans le monde, c'est-à-dire qu'ils sont tous 3 à se ressembler en tout dans le monde et que si c'est des triple gangers voilà, des triple gangers et que si jamais il y en a 2 qui se rencontrent et il y en a un qui va mourir, un ou les 2 on sait pas parce que a priori l'original doit rester. Il ne peut en rester qu'un, c'est ça? C'est un peu le Highlander. Les 2 copies qui se croisent. Et les 2 meurent. Ok. Voilà. D'accord. Et comment tu sais? Au début, on le sait pas. Je suis encore vivant, donc moi, je suis l'original. Non, mais en vrai, on le sait pas. On sait juste qu'elle raconte que voilà, ça va engendrer des funestes conséquences. Ouh là là. En tout cas, faut arrêter les ramen. Ils sont en train de bouffer des ramen. Elle est affamée. Il lui donne un peu de ramen. Ils sont attaqués par un homme, on ne sait pas d'où il sort, et il a une batte de baseball, bref, il les attaque. Kuro, bien sûr, elle va le défoncer vite fait. On ne pensait pas, mais en fait, elle se bat super bien. Entre-temps, Keita, il a perdu un bras dans la bataille. Qu'est-ce qui se passe? C'est très rapide. Hein. Il perd son bras très rapidement. Et le lendemain, au réveil, son bras, il est intact. Il a repoussé. Voilà, mystère. C'est un démon. Mystère, nous ne savons pas pourquoi son bras est intact. En tout cas, peu de temps après ces événements, Keita va être témoin de nouveaux sosies étranges avec des morts qui s'en suivent et il va se retrouver en gros au cœur de cette intrigue sinistre avec des sosies partout et il va voir que sa destinée est liée à celle de Kuro, mais je ne vais pas vous en dire plus non plus parce que voilà. Quand on parle de sosie, est-ce qu'on parle de sosie de Claude François ou de sosie de Elvis Presley comme à Las Vegas? Ça c'est des sosies qui ont été payés, donc ils se font vraiment le sosie pour devenir un peu comme eux. Là non. C'est sans le vouloir, il ressemble à quelqu'un d'autre. D'accord, ou c'est pas les sosies nuls qu'on trouve? Non, c'est pas un sosie nul. Je vois un mec qui te ressemble, mais. Non, c'est pas un sosie nul. Mais qui est très grand. Du coup, c'est pas toi. Non, c'est un vrai sosie. Et ça me fait penser à. On a tous un sosie porno. Je sais pas si vous le saviez. Quoi? Non, je ne savais pas. Vous ne saviez pas? Cherchez un peu de vidéos et puis. Voilà, une bonne idée. Moi, j'ai un chanteur qui est mon sosie, c'est Marlon Roudette. Si vous voulez chercher Marlon Roudette, vous pourrez le trouver. Sachant qu'à chaque fois que Johnny nous parle d'un de ses sosies, on comprend jamais le lien. Ouais, mais sur 11 fois où je vous le dis, il y en a forcément un. Avec Max, on se dit, on doit avoir un problème à nos lunettes.
Vous n'avez pas la fibre des sosies, moi je l'ai. En tout cas, les auteurs, les auteurs sont coréens. Park Sung-woo et Lim Da-young. Je suis très nul en coréen, donc je prononce mal, mais vous trouverez sur le site La Bonne Écriture. Il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui. Hein. En termes de, lui, il était au dessin, Park Sung-woo. Il a fait quelques manhwas chez l'éditeur Tokebi, dans le Feu Tokebi. Mais en termes de titres en France, de notables, il n'y a vraiment que Kurokami. Au Japon, il a fait l'adaptation manga SF. Il a fait l'adaptation manga de Space Dandy, il me semble. D'accord, qui était un dessin animé. Space Dandy, qui était un animé à la base. Il en a fait un manga avec une autre personne au scénario. Il a quand même une série SF de webtoon en cours actuellement chez Isneo, 34 chapitres, qui s'appelle The Wave. Là, il est toujours au dessin et quelqu'un d'autre qui est au scénariste mais qui n'est pas connu, Choi Ai-wong. Voilà. Et concernant Lim Da-young, lui, par contre, est assez connu en France. Il a un succès indéniable en tant que scénariste. Il a fait pas mal de manhwa au début. Il a été édité par Kiun avec Kurokami. Et c'est un peu un auteur phare de Doki Doki parce qu'il a fait tous les Freezing. Donc Freezing et tous les dérivés, Freezing Zero, Freezing Pearl of Stories, Freezing First Chronicles, bref, j'en passe. Il a fait Rebirth aussi chez Doki Doki. Il a fait Simok chez Doki Doki. Donc c'est vraiment un scénariste coréen assez connu. En tout cas sur le territoire français, est très prolifique. Mais c'est souvent des gens qui travaillent en studio. Oui. Donc c'est leur nom qui ressort, mais souvent il peut y avoir une équipe derrière. C'est un peu comme le mec de Solo, le Veni. Ouais, et puis c'est peut-être potentiellement la même chose pour Park Sung-woo au dessin. Aussi. Pourquoi c'est bien là? Pourquoi tu nous parles de Kurokami Black God? C'est un bon seinen de combat. Je pense que c'était à la limite pour un shonen. Et je veux pas vraiment. En termes de violence visuelle, je pense que c'était un peu trop high level pour faire un shonen. Donc à mon avis, ils ont fait un seinen. Toute spéculation totale. Mais ça m'a fait penser un peu à Alive Last Evolution. Là aussi, il y a beaucoup de combats, mais ça reste un seinen parce que les sujets abordés, voilà, c'est un peu difficile. En tant qu'adolescent, on parle de suicide, etc. Et je le vois un peu comme ça, Kurokami, c'est vraiment du seinen de combat assez fort. On reste dans le classique, ça transcende rien, mais moi je suis conforté en fait dans ce genre-là. C'est bien maîtrisé, les auteurs, tu sens qu'ils connaissent leur sujet et c'est assez cool. C'est une série semi-longue, 19 tomes, et moi je trouve que c'est une bonne tomaison. Et il y a la touche de fantastique. Oui. En plus, oui, bien sûr. Qui fait que ça t'intrigue, que tu as envie d'aller plus loin. Tu sais, quand ensuite ils se retrouvent là au pied de la cascade, dans la montagne, machin, c'est qu'on passe un peu plus en mode combat aussi. Oui, mais parce qu'il y a des pouvoirs. C'est pas, voilà, il n'y a pas que. C'est pas un mec qui va se battre à l'épée. N'oublions pas qu'il a perdu son bras et qu'il a repoussé. D'où il vient, ce petit bras. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas noté dans le résumé, mais il y a des pouvoirs, bien entendu. Pourquoi c'est oublié? Je pense que c'est un peu la même raison que le point fort. C'est du classique. Donc on ne se démarque pas forcément des concurrents en termes d'originalité, mais c'est pas pour autant que c'est pas bien. Je pense d'ailleurs que si on édite ce titre aujourd'hui, ça cartonnerait peut-être plus que quand il a été édité il y a 14 ans, tu vois. Peut-être que c'est un peu plus vieilli. C'est vieux, mais c'est vieux quand même. Mais toi, ça a 15 ans. Mais je pense que ça serait pas mal. Si tu le réédites aujourd'hui sans avoir édité avant, ça, je pense qu'il sortira un petit peu du lot. Ouais. Mais tu fais croire que c'est une nouveauté, quoi. Ouais. Petite réédition. C'est parti. Pourquoi je le sors de l'oubli maintenant? Oui. C'est une série semi-longue. Donc, toi, Enigma, c'est une série courte. T'as 7 tomes. Là, franchement, 19 tomes, c'est fini, c'est abordable. Et surtout, c'est pas en arrêt de commercialisation. Donc, vous avez une bonne série disponible au prix normal en neuf. Et qui est donc terminée de A à Z. Et qui est terminée de A à Z. Avec une vraie fin. Et une vraie fin. Un dernier truc avant de parler argent ou pas? Bon dessin, bon scénario maîtrisé de A à Z. T'as repris mon expression, c'est pas grave. Non, c'est pas ça parce que je comprends, j'avais mis A à Z avant que tu dises A à Z et du coup ça m'a fait rire. Très bien, j'ai pas du tout compris de quoi tu me parlais. Mais Non, mais en gros, c'est vraiment un bon dessin, un bon scénario, je trouve, ce qui est vraiment maîtrisé par les auteurs. Donc, moi, je trouve que le truc en plus, c'est que t'es content de lire un truc classique qui est bien fait. Et il n'y a pas eu d'anime? Et il y a eu un anime de 24 épisodes. Ouais, très bien. C'est une adaptation rapide, 24 épisodes. C'est un peu en pour dessous. 19 tomes, ouais. C'est un peu en dessous du manga, en tout cas, pour les premiers épisodes que j'avais vus. On faut compter quel budget si on veut se prendre les 19 tomes en neuf ou en occasion? C'est 7,65 le tome en neuf. Ah, donc c'est à nous de compter. Super, ça fait merci. 145 € environ, moins de 146.
Mais j'ai vu des occasions... Avec les 5%. Avec les 5%. J'ai vu des occasions à 75 € la série complète. Hein. Ah ouais. Ça se trouve. Bon, ça se trouve. Ouais, c'est la moitié, donc c'est très bien. Oui, c'est propre, parce que maintenant, en occasion, on trouve des tarifs et des prix. Eh bien, sachez que cette nuit, j'ai pas réussi à dormir. Je cherchais mes I My Goddess, il m'en manque à peu près 10. J'en ai trouvé 3 au prix de 7, 9 et 10 €, donc ce qui est très bien. C'est bien. Sachant que les 7 qui me manquent, c'est 200 € chacun. Voilà. Mon Dieu. Je ne les trouverai pas pour l'instant, je pense. Il va falloir attendre un petit peu, mais c'est vrai que quand vous cherchez des mangas qui sont difficiles à trouver, il y a un site qui est quand même plutôt bien fait. Je pense que quand vous cliquez sur les liens, ils se rémunèrent dessus, tu vois, à mon avis, il y a quelque chose comme ça. Mais ça s'appelle Chasse aux livres. Et sur Chasse aux livres, on peut mettre des alertes avec la somme qu'on est prêt à mettre au maximum pour chacun des titres. Et on reçoit un mail à chaque fois que il y a une occurrence et que le manga est mis en vente. Ils vont sur une dizaine de sites. Alors, il y a évidemment Amazon, Fnac et toutes les marketplaces qui vont avec. Il y a Rakuten, il n'y a juste pas Vinted Le Bon Coin. D'accord. Bah là, celui que j'ai eu, moi, c'était sur leslibraires.fr, tu vois. D'accord. Et évidemment, parfois, on n'y pense pas toujours, mais regardez sur les sites de libraires indépendants, type leslibraires.fr, librairie.com, ce genre de choses, parce que parfois, des libraires vont garder des vieux mangas en neuf pendant très longtemps dans leur stock et ils les ont. Et donc parfois vous pouvez avoir de la chance comme ça. Bah il y en a un, je pense c'est ça, il avait le tome 46 de My Goddess à 6,95. Je fais ouais, c'est cool. Mon point relais à 5 €, ça fait chier. Mais au moins, tu vois, 14 € pour mon manga, je suis content. C'est mieux que 200, quoi. Je suis content. Non, mais c'est ça aussi qui est marrant. C'est vrai que là, on a commencé à mettre un petit peu plus de titres dispo en numérique, ce qu'on faisait pas avant dans les autres émissions. Mais c'est vrai que le numérique, pour ces vieux mangas, pour ces mangas oubliés, ça les sauve en fait. Mais oui, ça devrait être une solution qui serait vraiment à envisager. Parce que moi, je suis déçue parce que je pensais sérieusement que certains des titres que j'avais proposés aujourd'hui seraient disponibles dans les médiathèques. Or, j'étais désarçonnée, que dis-je, hyper déçue de constater que ce n'était pas le cas. Donc, il y a 5 ans, ou 7 ans, ou 10 ans, c'était possible, mais ils n'ont pas une place extensible non plus, quoi. Donc, ils sont obligés de faire du roulement, du vide. Et en fait, j'étais vraiment triste. Enfin, tu vois, je me dis, c'est dommage de parler de quelque chose et de devoir dire, en dehors de l'occasion et du numérique, parce que le charme de la bibliothèque, c'est aussi quand même de pouvoir tester avant de se lancer dans l'acquisition de quelque chose. C'est surtout que la plupart des médiathèques, bibliothèques sont gratuites. Oui, voilà. Donc en plus, on peut lire à foison. Oui. On n'a même pas besoin de se retenir et de dire quel est mon budget. Non, là tu peux y aller. Allez-y. Mais c'est vrai que de plus en plus de bibliothèques et de médiathèques sont vraiment bien dotées en manga. Oui. Alors effectivement, ce que tu dis, ils ont pas des stocks extensibles et c'est dommage parce illimités, mais il y a aussi beaucoup de médiathèques et bibliothèques maintenant qui fonctionnent en zone géographique, en réseau, et au moins les bouquins circulent au sein du réseau, ce qui fait un petit peu plus de place pour plus de mangas. Après, une des faiblesses, on va dire, du manga, c'est aussi que c'est des bouquins qui sont pas d'une qualité incroyable. Enfin, en tout cas, à l'époque, ils étaient pas non plus, ultra résistants. Ouais, mais même encore aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Mais là, ils sont neufs, donc on s'en rend pas compte, quoi. Mais quand le bouquin a 20 ans dans la gueule, là, tu fais, oh mon Dieu, il a pris cher. Donc, souvenez-vous des Bastards, Ranma 1/2, Dragon Ball, Sailor Moon, première édition. Ouais. Aïe. Sens de lecture français. Évidemment, tout se décolle dans tous les sens, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, oui. Mais on espère quand même que vous trouverez des petites pépites de votre côté. Exactement. Ouais. Merci d'avoir écouté et participé à cette émission. Oui. Merci. On se redit peut-être dans 17 émissions ou dans 34. Regardez les numéros d'émissions de tous les mangas oubliés. Ouais. Il y a une logique, un sens. Il y a un mystère derrière tout ça. Ouais. Un jour, ce sera révélé. Un jour, peut-être. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour parler de Hajin. Yay. Et on vous dit ciao. Salut. Merci.